J'ai l'impression d'être un simple chanteur, un guitariste comme les autres. Quand on a vécu aussi longtemps et avec autant d'audace que Willie Nelson, on commence à envisager différemment la fin de son histoire. Aujourd'hui, à 92 ans, l'icône de la country se confie sur ses funérailles avec une sincérité qui lui est propre. Des propos honnêtes, introspectifs et d'une franchise surprenante. Mais ce qui déconcerte tout le monde, ce n'est pas seulement la façon dont il souhaite qu'on se souvienne de lui. Ce sont aussi les personnes qu'il a clairement indiqué ne pas vouloir voir présentes le jour venu. Ces choix ne sont pas motivés par l'amertume ou les gros titres. Ils puisent de leur source dans quelque chose de bien plus profond. Et lorsque Willie explique son raisonnement, on découvre un aperçu révélateur des valeurs qui l'ont guidé tout au long de sa vie. Les débuts de Willie. L'histoire de Willie Nelson commence à Abbott, au Texas, le 29 avril 1933. Du moins, c'est la date sur laquelle la plupart des gens s'accordent. Suite à une erreur administrative survenue tard dans la nuit à l'hôpital, une confusion persiste quant à sa date de naissance exacte, avant ou après minuit. Au lieu de s'en inquiéter, Willie fit comme toujours. Il en fit une fête et célébra son anniversaire sur 2 jours chaque année. Il était né de Maëlle et Ira Nelson, 2 adolescents qui luttaient pour survivre pendant la Grande Dépression, une époque où joindre les 2 bouts c'était un combat quotidien. Willie était leur 2e enfant, et l'argent manquait toujours. Son père, Ira, sillonnait le Texas à la recherche de travail de mécanicien, tandis que sa mère se retrouvait souvent seule, isolée et accablée par le poids des difficultés. Quand le travail s'est raréfié, il n'avait plus que la cueillette du coton, de longues et pénibles journées dans les champs. Même tout petit, Willie comprenait parfaitement à quoi ressemblait cette vie et savait qu'il n'en voulait pas. La musique est vite devenue plus qu'un simple passe-temps. C'était son échappatoire. Le chagrin a marqué la vie de Willie très tôt. 2 événements l'ont profondément marqué, bien avant qu'il ne soit en âge d'en comprendre toute la portée. Ses parents ont divorcé, alors qu'il était encore bébé. Et peu de temps après, sa mère est partie. Son père s'est finalement remarié, mais Willie et sa sœur Bobby ont été envoyés vivre chez leurs grands-parents paternels. Aussi douloureuse que fut cette séparation, elle a fini par changer sa vie pour le mieux. Ses grands-parents sont devenus son pilier. Ils l'ont encouragé à chanter à l'église, ont nourri son amour de la musique et lui ont offert quelque chose qui allait marquer le reste de son existence. Sa première guitare et les partitions dont il avait besoin pour apprendre à en jouer. Des années plus tard, Willie se souviendrait de sa toute première prestation devant un public. Il n'avait que 5 ou 6 ans et, debout sur scène, il récitait un poème avec une assurance surprenante pour un enfant de son âge. Vêtu d'un impeccable costume de marin blanc à galons rouges, il était si nerveux qu'il se mit à se curer le nez, ce qui provoqua un saignement et ruina sa tenue. C'était gênant, chaotique et inoubliable. Un signe avant-coureur que la scène serait le théâtre de sa vie, avec ses imperfections et tout ce qu'elle avait à offrir. À peu près à la même époque, son grand-père lui offrit sa première guitare. Peu après, le drame survint. Son grand-père, forgeron à la voix puissante et à la présence imposante, contracta une pneumonie et mourut 1 semaine plus tard. Willie n'avait que 6 ans et fut confronté pour la première fois à la mort. Ce fut un choc terrible. Après les funérailles, Willie et Bobby revoyèrent brièvement leurs parents, mais rien ne changea. Ils restèrent vivre chez leur grand-mère dans des conditions précaires. Les hivers étaient si rigoureux qu'ils collaient des journaux au mur pour conserver la chaleur dans la maison. Pourtant, Willie ne se considérait pas comme un malchanceux. Il était convaincu d'avoir déjà reçu le plus beau cadeau qui soit, la guitare que son grand-père lui avait offerte quelques mois auparavant. Sa grand-mère a pris le relais de son mari. Elle a maintenu Willie enraciné dans l'église méthodiste et a soutenu sa créativité à chaque étape de son développement. Lorsqu'elle est décédée plus tard, alors que Willie était encore adolescent, la porte fut un véritable déchirement. Mais à ce moment-là, il n'était plus seulement un enfant en deuil. Il était déjà musicien professionnel, avec un but précis et une vision claire de son avenir. Willie a commencé à écrire des chansons très jeune. À seulement 7 ans, il a composé sa première chanson originale. Pendant des années, il l'a jugée trop mièvre pour en parler. Pourtant, l'inspiration derrière cette chanson en disait long sur ce qu'il était en train de devenir. Elle lui est venue en pensant aux étoiles dorées que sa grand-mère lui offrait, ainsi qu'à sa sœur, lorsqu'ils répétaient leurs morceaux. Quand l'une d'elles lui a été retirée, Willie a transformé cette petite déception en une chanson mélancolique. Bien avant de connaître la véritable souffrance amoureuse, il écrivait déjà sur la perte. À 9 ans, Willie jouait de la guitare professionnellement dans un groupe local. Sa grand-mère s'inquiétait de sa consommation d'alcool lors de ses concerts, mais elle reconnut sa passion et le laissa faire.
La musique l'avait englouti très tôt et ne le lâcherait plus. Pourtant, il n'était pas un enfant monothématique. Au lycée, Willie jouait au football américain, au basketball et au baseball, aidait aux travaux de la ferme et enchaînait tous les petits boulots possibles. Avant d'accéder à la célébrité, il fut tour à tour opérateur téléphonique. Gallagher, employé de prêteur sur gage, vidieux de boîtes de nuit, sellier et de plongeur. Il restait actif, insatiable et curieux. Après le lycée, il s'engagea dans l'US Air Force en 1950. Cette période fut de courte durée. Des problèmes de dos persistants entraînèrent une démobilisation honorable moins d'un an plus tard. Sans projet précis et avec très peu d'argent, Willie erra. Finalement, il décida de se rendre à Portland, dans l'Oregon, pour retrouver sa mère. Il n'avait ni argent ni moyen de transport. Il tenta de faire de l'autostop, mais comme personne ne s'arrêta, il passa la nuit à dormir dans un fossé. Le lendemain, il monta dans un train de marchandises et voyagea aussi loin qu'il le put. En chemin, un chauffeur routier bienveillant le remarqua, lui donna quelques dollars pour un billet de bus et l'aida à terminer son voyage. Après quelques débuts décevants dans l'industrie musicale, Willie Nelson songeait sérieusement à tout abandonner. Il avait besoin d'un revenu stable. Il se tourna donc vers la vente et, à sa grande surprise, il y excella. Il faisait du porte-à-porte pour vendre des bibles et des aspirateurs, gravissant les échelons jusqu'à devenir directeur des ventes pour une maison d'édition d'encyclopédies. Sur le papier, cela semblait être une rupture nette avec la musique. Mais la musique ne l'a jamais vraiment quitté. Dès que Willie s'est retrouvé à chanter à nouveau dans les bars, l'appel de la musique s'est fait de nouveau sentir. Peu de temps après, il a décroché un emploi dans une petite station de radio appelée KBOP. De son propre aveu, il a plus ou moins réussi à obtenir le poste grâce à son bagout. Ses matinées commençaient tôt, souvent avec un mal de tête lancinant dû à la nuit précédente. Mais le vrai prix, c'était une émission quotidienne de 30 minutes en direct où il pouvait chanter à l'antenne. C'est là qu'il a rencontré Johnny Bush. Le courant est immédiatement passé entre eux, ils ont formé un groupe et ont commencé à jouer régulièrement dans une salle de bal locale. Comme la plupart des jeunes groupes, ils misaient beaucoup sur les reprises pour plaire au public. Un morceau en particulier faisait toujours un tabac. Le seul problème, c'est que Willie ignorait qu'il s'agissait déjà d'un des plus grands tubes de la planète. Il était sincèrement persuadé d'avoir découvert une perle rare, ignorant totalement que les Beatles venaient de vendre un nombre incroyable de disques. Des années plus tard, il rirait de son erreur. Et pourtant, il réitéra la même méprise. Lors d'une tournée en Angleterre quelques années plus tard, Willie entendit un chanteur qu'il prit pour une découverte prometteuse et se mit en tête de le retrouver. Cet artiste n'était autre que Julio Iglesias, qui avait déjà vendu des millions de disques dans de nombreuses langues. Willie avait le don de découvrir des stars, un peu après le reste du monde. À cette époque, il enseigna également la guitare dans une école de musique locale. Il est presque incroyable de penser que certaines personnes ont pris des cours avec Willie Nelson sans jamais se douter qu'elles étaient formées par une future légende. Même alors, son chant ne faisait pas encore sensation. C'est son talent d'auteur-compositeur qui lui permit de percer. Ce moment décisif arriva lorsque la star de la country, Farn Young, entendit Willie interpréter Hello Walls. Farn reconnut immédiatement le potentiel du morceau et décida de l'enregistrer lui-même. Cette simple décision changea tout. Soudain, les portes s'ouvrirent. Très vite, des artistes majeurs comme Roy Orbison, Patti Cline et Billy Walker enregistrèrent des chansons de Willie Nelson. À bien des égards, la plume de Willie s'avéra encore plus puissante que sa voix. Il écrivit d'innombrables tubes, mais une chanson les surpasse toutes. Crazy allait devenir l'un des morceaux les plus emblématiques de l'histoire de la musique country. Mais la façon dont la chanson est arrivée entre les mains de Patti Cline reste un mystère, et Willie en a raconté plusieurs versions. À l'époque, Patti se remettait d'un grave accident de voiture. Selon l'une d'elles, Willie joue la chanson pour son mari et manager, Charlie Dick, tard d'un soir dans un bar. Charlie est tellement conquis qu'il insiste pour aller réveiller Patti sur le champ. Willie hésite, ne voulant pas débarquer à l'improviste en pleine nuit, mais Charlie insiste. Dans une autre version, Charlie est déjà un grand fan de Willie et écoute constamment ses maquettes chez lui. Patti, épuisée et souffrante, se lasse d'entendre parler de ce compositeur qu'elle n'a jamais rencontré. Lorsqu'ils arrivent enfin chez elle, Willie serait resté caché dans la voiture pour éviter une confrontation embarrassante, n'entrant que lorsque Patti elle-même demande à le rencontrer. Quelle version est la vraie ne sera peut-être jamais connue. Ce qui est certain, c'est que lorsque Patti a finalement emmené la chanson en studio, ce ne fut pas chose facile au début. Elle a eu du mal à se concentrer et a fini par s'éloigner quelques jours. À son retour, tout s'est éclairé.
Elle a enregistré la version finale en une seule prise, capturant une performance qui allait définir sa légende et celle de Willie Nelson. Le point de rupture de Willie Nelson. Alors que sa carrière était en plein essor, Willie Nelson s'est installé dans un ranch paisible aux abords de Nashville, espérant trouver la paix après des années passées à se démener dans l'industrie musicale. Ce lieu était censé être un refuge. Au lieu de cela, il est devenu le théâtre de l'une des nuits les plus tristement célèbres de sa vie. De retour d'une fête de Noël, Willie trouva sa maison entièrement ravagée par les flammes. Lorsque l'incendie fut enfin maîtrisé, il ne restait plus rien. Cette nuit-là donna naissance à l'une des anecdotes les plus célèbres de Willie Nelson. Alors que sa maison brûlait, il se précipita à l'intérieur pour sauver un seul bien, sa réserve de marijuana. L'histoire peut paraître anodine, mais les raisons de Willie étaient tout à fait sérieuses. Il ne craignait pas seulement de perdre sa maison. Il était terrifié à l'idée que si les pompiers découvraient l'incendie, la police l'attendrait. Pour lui, le feu ne se contentait pas de détruire des biens matériels, il menaçait sa liberté. Ce moment, conjugué à des années de frustration à Nashville, a fini par le briser. Willie se sentait piégé, épuisé et en panne d'inspiration. En 1972, il a pris une décision qui a bouleversé le milieu musical. Il a racheté son contrat, a officiellement pris sa retraite et a quitté le Tennessee. Il est retourné au Texas, s'installant à Austin, déterminé à échapper au système de Nashville dans lequel il était prisonnier depuis près de 20 ans. Ce que Willie ignorait, c'est qu'il ne mettait pas fin à sa carrière. Il s'apprêtait à entamer le chapitre le plus important, Austin Change 2. Il abandonna les costumes impeccables, le son léché et les règles de l'industrie. À leur place apparurent une énergie plus brute, un esprit plus libre et un style qui, enfin, reflétait sa véritable personnalité. En 1973, il retourna en studio et sortit Shotgun Willie, le premier album qui attira véritablement l'attention des critiques. Willie a déclaré plus tard que cet album lui avait donné l'impression de se libérer la gorge. Ce n'était pas un simple retour, mais une véritable affirmation. Cet album a posé les bases de ce qui allait devenir l'Outlaw Country, un mouvement qui rejetait le vernis de Nashville au profit de l'authenticité, de la ténacité et de l'indépendance. Il a également donné naissance à l'un des surnoms les plus curieux de Willie, Shotgun Willie. Ce surnom n'était pas qu'un simple coup marketing. Il puisait son origine dans un épisode très réel et très dangereux de sa vie. La fille de Willie, Lana, était mariée à un homme nommé Steve, connu pour sa violence. Lorsque Willie est intervenu pour la défendre, la situation a rapidement dégénéré. Steve a suivi Willie jusqu'à sa maison et a tiré sur celle-ci. Willie a riposté en s'emparant de son fusil et en faisant fuir l'homme. La situation a empiré lorsque Steve a kidnappé son propre fils et a menacé directement Willie. Au lieu de reculer, Willie s'est préparé. Lorsque Steve est repassé en voiture, Willie est sorti en courant, a tiré sur le véhicule et a crevé un pneu. Un rebondissement qui ne fait qu'alimenter la légende. Steve a fini par appeler la police pour dénoncer Willie. À leur arrivée, Willie a évité les longues explications et leur a simplement dit que l'homme avait dû rouler sur une balle. Malgré ce genre d'anecdote, Willie a toujours eu des opinions bien arrêtées sur le contrôle des armes à feu. Il a grandi entouré d'armes et les connaissait bien, mais il était inflexible. Pour lui, les armes de base pour la protection et la chasse étaient une chose. Les armes conçues pour la destruction massive en étaient une autre. Il était convaincu qu'aucune famille n'avait besoin de telles armes, point final. Au milieu des années 1970, il était évident que Willie était sur le point de connaître un succès retentissant. La consécration arriva enfin en 1975 avec Red-Headed Stranger. Bien plus qu'un simple album, c'était un véritable album concept, racontant une histoire sombre et envoûtante, à la manière d'un roman mis en musique. Willie avait 42 ans à sa sortie, prouvant ainsi que la célébrité ne s'acquiert pas toujours au moment voulu. L'album lui offrit ce qu'il n'avait jamais connu auparavant, un tube numéro 1, Irony du Sort. Il ne s'agissait même pas d'une de ses propres chansons. Blue Eyes Crying in the Rain, écrite des décennies plus tôt par Fred Rose, devint son premier tube. Après des années à composer des succès pour d'autres artistes, Willie atteignit enfin le sommet des charts. En coulisses, cependant, la situation se compliquait. En 1977, Willie congédia le manager qui avait contribué à son ascension. Des agents fédéraux avaient intercepté un colis envoyé par ce dernier, contenant des substances illégales. Comble de malheur. Le colis s'était adressé au bureau de Juan Jennings. De plus, Willie l'accuse de malversation financière et de fraude fiscale. La rupture fut définitive et brutale.
À ce moment-là, la réputation de Willie comme figure emblématique de la country outlaw était solidement établie. Aux côtés d'artistes tels que Juan Jennings, Jesse Coulter et David Allen Company, il incarnait un mouvement né à Austin, mêlant receipts folk, attitude rock et sonorité country classique. C'était un des rebelles qui refusait de se plier aux règles de Nashville. Aussi, la décision suivante de Willie de se consacrer à l'enregistrement d'un album de reprise de vieux standards pop stupéfia presque tout le monde. Des chansons comme Georgia on My Mind, Moonlight in Vermont et Stardust étaient à l'opposé des hymnes hors la loi. Pourtant, l'idée paraissait évidente à Willie. Le projet est né d'une amitié avec Booker T. Jones, le producteur légendaire et leader de Booker T. and the MGS. Les deux hommes sont devenus voisins à Malibu et passaient leurs soirées sur leur terrasse à jouer. L'air de rien, les morceaux qu'ils adoraient dans leur jeunesse. Finalement, Willie a suggéré d'arrêter les jams et de les enregistrer correctement. C'est ainsi qu'est né Stardust, sorti fin 1977. La maison de disques de Willie n'y croyait guère. Ils jugeaient de l'album trop étrange, trop doux et trop risqué. Leur manque de confiance se manifesta par un tirage initial de seulement 500 exemplaires. 8 mois plus tard, Stardust était certifié disque de platine. L'album a bouleversé les frontières des genres et a offert à Willie une liberté créative totale, chose qu'il n'avait jamais vraiment connue. Son succès signifiait qu'il n'avait plus à se disputer avec les dirigeants de maisons de disques ni à justifier ses idées. Dès lors, il enregistrait tout ce qui lui semblait juste. Cette liberté a directement mené à l'un de ses plus grands succès. En 1980, Willie écrivait « De nouveau sur la route ». Assis dans un avion, sans carnet en vue, les paroles lui venant à l'esprit à toute vitesse, il s'est emparé du premier bout de papier venu, un sac à vomi, et a écrit la chanson qui allait devenir son hymne officieux. On combat contre la maladie après l'autre. Willie Nelson a fêté ses 86 ans en 2019 et, pourtant, il vivait toujours à 100 à l'heure. Il partait en tournée comme un homme de plusieurs décennies de moins, arpentant les scènes et les foules avec la même énergie qu'auparavant. On pourrait parler d'une éthique de travail légendaire. On pourrait aussi dire d'un homme qui refuse d'abandonner sa passion. Mais à cet âge-là, la vie sur les routes a un prix. Et tôt ou tard, le corps commence à envoyer des signaux d'alarme. Cet été-là, l'un de ces signaux s'est fait entendre. En août 2019, Willie a été contraint d'annuler brutalement les 30 dernières dates de sa tournée suite à de graves problèmes respiratoires. Ce fut soudain et inquiétant, surtout pour les fans habitués à le voir surmonter presque toutes les épreuves. Heureusement, la frayeur fut de courte durée. Son attaché de presse annonça rapidement la reprise de la tournée, laissant supposer soit une solution rapide, soit un problème plus grave qu'il n'y paraissait. Il était néanmoins clair qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Les problèmes de santé de Willie remontaient à plusieurs décennies. L'un des épisodes les plus effrayants se déroula en 1981. Après avoir donné plus de 200 concerts par an, Willie partit pour Maui avec sa femme de l'époque, Connie Kupka, et leur fille Paula. Ce qui devait être une pause bien méritée, l'occasion de se reposer, de souffler et de se ressourcer, s'est transformé en cauchemar. Alors qu'il nageait, Willie a soudainement ressenti une vive douleur à la poitrine. La douleur était si intense qu'il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, où les médecins ont découvert que le chanteur de 48 ans souffrait d'un pneumothorax. Pour le soigner, ils lui ont inséré un drain thoracique afin d'évacuer le poumon le temps de sa guérison. Une intervention chirurgicale n'a pas été nécessaire, mais la gravité de la situation a entraîné l'annulation de plusieurs dates de sa tournée. Ce n'était pas une mince affaire à l'époque, sachant que Willie gagnait environ 50 $ par concert. Au début, certains ont mis cela sur le compte de son rythme de tournée effréné, mais Willie a fini par admettre que la véritable cause était bien plus personnelle. Des années de tabagisme excessif avaient laissé des traces. Il parlait ouvertement des mauvais traitements qu'il infligeait à ses poumons depuis l'enfance, en commençant par l'écorce de cèdre, puis en passant aux cigarettes et à tout ce qu'il pouvait fumer. De son propre aveu, ce mode de vie a failli lui coûter la vie. Et puis, il y avait le cauchemar que redoute tout guitariste. Willie Nelson, dont l'identité était indissociable de sa guitare, a été diagnostiqué atteint du syndrome du canal carpien. Cette affection provoque de fortes douleurs aux poignets et des engourdissements dans les doigts. Pour un musicien, elle peut mettre un terme à sa carrière. Pour Willie, la douleur est devenue insupportable. Lors d'un concert à Las Vegas en 2004, il a été contraint de quitter la scène en plein spectacle. À 71 ans, il a finalement admis que sa seule force physique ne suffisait plus.
L'opération chirurgicale était devenue inévitable. Son promoteur a confirmé par la suite que Willie allait subir une intervention chirurgicale pour soulager la pression exercée sur son poignet. La convalescence fut longue et pénible, mais annuler des concerts n'a jamais été dans les habitudes de Willie. Au lieu de renoncer à son légendaire pique-nique du 4 juillet, il monta sur scène sans sa guitare, choisissant de chanter pendant la guérison de son poignet. C'était un spectacle rare, mais révélateur de sa détermination. Il était prêt à attendre que la douleur disparaisse plutôt que de risquer des dommages permanents, faisant passer la santé de son patient avant son orgueil. Le syndrome du canal carpien est un trouble nerveux douloureux causé par des mouvements répétitifs de la main, ce qui en fait un risque professionnel pour les musiciens. Guitaristes, pianistes et même d'autres légendes comme Juan Jennings en ont souffert. Et ce n'est pas un problème qui touche uniquement les artistes. Artistes, coiffeurs, employés de bureau, quiconque utilise constamment ses mains est exposé. Le combat de Willie n'était qu'un rappel de plus que même les icônes ne sont pas à l'abri des conséquences physiques de leur art. Les problèmes respiratoires ont persisté. En 2012, Willie a dû annuler un concert caritatif près de Denver après s'être réveillé incapable de respirer. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais son équipe est restée discrète sur les détails. Officiellement, on a évoqué le mal de l'altitude, et peu après, Willie était déjà en route pour son prochain concert. Les fans n'étaient pas entièrement convaincus. Compte tenu de son long passé de fumeur, beaucoup pensaient que ses poumons commençaient à le lâcher. Cette explication est devenue plus difficile à ignorer quelques années plus tard, lorsque Willie a dû interrompre un autre concert à Salt Lake City. Là encore, l'altitude était pointée du doigt. Qu'il s'agisse de l'ascension d'un alpiniste ou de décennies d'usure, le message était clair. Même l'étranger aux cheveux roux n'était pas invincible. Au milieu des années 2000, Willie souffrait de graves problèmes pulmonaires, notamment de pneumonie et d'emphysème, une forme de BPCO. En 2015, la situation devint critique. Il annula une série de concerts, non seulement pour se reposer, mais aussi pour subir une greffe de cellules souches dans l'espoir de réparer des années de dommages pulmonaires. Il fut d'une honnêteté brutale quant aux raisons de cette tentative. Des décennies de tabagisme avaient mis ses poumons à rude épreuve et après de multiples crises d'emphysème et de pneumonie, il était prêt à tout essayer pour se soigner. L'intervention consistait à prélever des cellules souches dans d'autres parties de son corps et à les injecter dans ses poumons, dans l'espoir de réparer les tissus endommagés. Bien que prometteuse, l'idée a été remise en question par des organismes médicaux comme l'American Lung Association, qui soulignaient le caractère expérimental du traitement et les risques réels qu'il comportait. Les données disponibles étaient insuffisantes pour garantir son innocuité et son efficacité. Willie, cependant, ne s'inquiétait pas outre mesure de l'opération. Sa plus grande préoccupation n'était pas l'intervention, mais la convalescence. L'opération ayant été pratiquée par voie abdominale, il se demandait surtout s'il pourrait encore porter sa guitare. Du pur Willie, plus préoccupé par le poids de son instrument que par l'opération elle-même. Les problèmes de santé se sont poursuivis. En 2017, des problèmes respiratoires l'ont contraint à interrompre un autre concert à Salt Lake City. En 2018, une grippe carabinée l'a contraint à annuler sa tournée de février. Plus tard cette année-là, il quitta la scène avant même d'avoir joué une seule chanson. Puis vint 2022. Willie contracta la COVID-19 à près de 90 ans. Ses poumons étant déjà gravement atteints, la situation devint rapidement critique. Il se réveilla dans son bus de tournée à Nashville, à bout de souffle. Un test rapide confirme le diagnostic et son équipe se mobilisa immédiatement. Son épouse, Annie D'Angelo, prit les choses en main. Elle commença aussitôt un traitement comprenant des antiviraux, des corticoïdes et des anticorps monoclonaux. Elle ramena Willie chez elle et transforma leur ranch en dispensaire improvisé, allant même jusqu'à organiser l'arrivée d'une unité médicale mobile. Pour un homme qui avait passé sa vie à plaisanter sur la mort dans ses chansons, la situation était loin d'être anodine. À certains moments, même ses proches doutaient de sa survie. Willie confia plus tard que la maladie l'avait durement touché, la qualifiant d'une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Mais fidèle à lui-même, il ne se laissa pas abattre. 3 semaines seulement après sa guérison, il reprenait la route, en tournée comme si de rien n'était. À l'été 2024, l'histoire semblait se répéter. Willie commença à annuler des concerts à l'Outlaw Music Festival et les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Beaucoup pensaient que, cette fois, la route avait eu raison de lui. Compte tenu de son âge et de ses nombreux problèmes de santé, la conclusion n'était pas déraisonnable. Mais Willie n'avait pas dit son dernier mot. Une fois de plus, il se releva.
Ce n'est pas sa santé qui, finalement, l'empêcha de monter sur scène au festival de 2025. C'est un orage d'une violence inouïe qui détruisit le matériel du groupe. Cela ne signifie pas pour autant que la vie est sans douleur. Willie souffre toujours d'emphysème et des douleurs liées à des décennies de tournées. Ses amis disent que son corps le fait souffrir, mais sa détermination reste intacte. Il continue, pleinement conscient que rien n'est éternel. Et c'est là toute la force de Willie Nelson. Il ne prétend pas être immortel. Il est pleinement conscient de son âge, de ses limites et du chemin qu'il lui reste à parcourir. Mais il refuse de se laisser abattre. Comme il l'a dit lui-même, nul n'est immortel. En attendant, il continue de faire ce qu'il a toujours fait, être présent. Chanteur et prouver que les légendes ne s'éteignent pas dans l'indifférence générale. À 92 ans, Willie Nelson révèle qui il ne souhaite pas voir à ses funérailles. Même à 92 ans, Willie Nelson n'est pas qu'un simple chanteur de country. Il est une véritable icône de la musique américaine. Cet homme a sorti des centaines d'albums, collectionné les Grammy Awards sur plusieurs décennies et a depuis longtemps sa place au Country Music Hall of Fame. La plupart des artistes ralentissent la cadence à cet âge-là. Willie, Louie, est toujours sur les routes, toujours en concert, toujours aussi authentique, prouvant que l'authenticité n'a pas de date de péremption. Ce qui distingue Willie, ce n'est pas seulement sa longévité. C'est aussi sa façon d'aborder la vie avec honnêteté, humour et sans la moindre envie de prétendre être quelqu'un d'autre. Dernièrement, il s'est même confié sur un sujet que la plupart des gens évitent d'évoquer, ses propres funérailles. Fidèle à lui-même, Willie ne s'est pas contenté de parler de ses souhaits. Il a aussi clairement indiqué qui il ne voulait pas voir présent. Pour Willie, il ne s'agit pas de rancune ni de cruauté, mais de simplicité. Il est convaincu qu'un enterrement doit être intime, paisible et sincère. Tout le monde ne correspond pas à cette vision, aussi célèbre soit-il. Parmi les noms les plus surprenants de sa liste noire officieuse figure celui de J. Brooks. Willie n'a jamais nié le talent de Gore, mais il y a toujours eu quelque chose qui clochait chez lui. La musique a beau être léchée, les concerts grandioses. Willie a toujours privilégié l'authenticité à la superficialité. Pour lui, la musique country est une affaire de vécu, pas de mise en scène. Et pour ses adieux définitifs, il ne souhaite que des gens qui vivent pleinement cette musique, pas ceux qui savent la présenter sous un jour nouveau. Et puis il y a Kid Rock. Là, c'est moins une question de musique que de personnalité. Willie le trouve bruyant, d'une manière déplacée, à ses yeux. Des funérailles ne sont ni un spectacle ni une performance. C'est le dernier chapitre d'une longue histoire. Il souhaite du recueillement, du calme et du respect, et non des égos surdimensionnés ou une énergie tapageuse qui détournerait l'attention du sens profond de cette journée. Le nom de Jane Fonda a suscité des interrogations, mais pour d'autres raisons. Cette décision n'avait rien à voir avec la célébrité ou le talent. Elle était personnelle. Willie respecte la passion et les causes qu'il défend, mais il a toujours été méfiant face aux conflits possibles entre politique et célébrité. Leurs univers n'ont jamais vraiment convergé, et il ne souhaite pas que de vieilles tensions ou des moments gênants viennent perturber ses adieux. Pour Willie, poser des limites n'est pas de l'amertume, mais de la lucidité. Ted Turner complète la liste. Et dans ce cas précis, tout est question de personnalité. Turner incarne un monde de grandes idées, de pouvoir et de présence imposant. Willie, malgré sa renommée internationale, se considère toujours comme un homme simple, proche de la campagne. Leurs chemins se sont croisés, mais ils n'ont jamais tissé de liens suffisamment profonds pour un événement aussi intime que des funérailles. Il n'y a rien de tout cela à dire par rancune. Willie ne cherche ni à régler ses comptes, ni à semer la zizanie. Il reste tout simplement fidèle à ses principes. En privilégiant le fond au visible et la profondeur aux apparences, il souhaite que ses obsèques rendent hommage aux personnes qui ont compté pour lui, aux valeurs qui ont guidé sa vie et à la musique dans laquelle il a mis toute son âme. En ce sens, ses dernières volontés en disent bien plus long sur lui que n'importe quel prix ou classement dans les charts. Elles révèlent un homme qui a passé 9 décennies à vivre sa vie à sa façon et qui n'envisage pas de s'arrêter maintenant. Même face à la fin, Willie Nelson reste franc, intègre et indéniablement lui-même. Après plus de 70 ans sous les feux de la rampe, il ne souhaite pas faire de ses adieux un défilé de célébrités ni une production hollywoodienne. Pour lui, il ne s'agit pas d'un spectacle, mais simplement d'une célébration sobre et sincère d'une vie vécue pleinement, selon ses propres règles, jusqu'à son dernier souffle.